Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Allô Maman, chaîne qui tente de vous expliquer les raisons pour lesquelles vous vous êtes retrouvé dans une relation toxique. Alors comme vous vous interrogiez lorsque vous ne saviez pas dans quel type de relation vous étiez enfermé, certaines personnes arrivent chaque jour et ignorent tout d'une telle relation ou de cette chaîne. Ainsi, et par respect pour elles, je suis dans l'obligation de faire une longue présentation. Les habitués dont le temps est précieux sont invités à faire une avance rapide d'au moins 5 minutes, voilà, donc jusqu'au contenu qui les intéresse. Pour ceux qui sont nouveaux et qui s'interrogent et qui viennent de réaliser que ce qu'ils ou qu'elles traversent n'est pas normal, une relation toxique n'est rien d'autre qu'un lien censé vous apporter amour et réconfort. Or, cela vous rend triste, vous fait souffrir, vous êtes enfermé dans un gouffre. Tout était beau au départ. Or, à présent, vous passez des heures à vous interroger, à vous masturber le cerveau, ce qui est normal finalement, qui plus est lorsqu'il s'agit de vos propres parents ou de ce que vous croyez être l'amour de votre vie ou votre meilleur ami. Il est en outre inutile de jouer les psys, bien que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc inutile en règle générale de jouer les psys et de se demander s'il s'agit d'un pervers narcissique ou d'un psychopathe. Vous souffrez, c'est tout ce qui importe. Aussi, nous essaierons d'étudier ensemble toutes les astuces pour sortir de cette relation toxique, pour composer avec si tel est votre désir, lorsque vous n'avez pas le choix, ce qui est le cas lorsque l'on a des enfants avec une personne toxique, voir s'il s'agit d'un membre de votre famille et que vous décidez de ne pas couper les ponts. Parfois, vos propres enfants sont toxiques et il faut bien composer avec. Aussi, par le biais de quelques astuces, nous essaierons de faire en sorte que vos rapports soient les moins conflictuels possibles, le conflit étant notamment ce qui caractérise de telles relations. L'amour de soi, les limites, la connaissance notamment de soi-même étant les éléments essentiels, et ce, quel que soit votre objectif, je vous recommande vivement de vous abonner, de partager, afin que tout le monde soit au courant de ces troubles, si je puis dire, d'autant plus qu'aujourd'hui on va avoir de sacrés troubles. Voilà, de cliquer sur notification afin d'être informé des nouveaux audios, de revenir plusieurs fois sur ceux-ci afin de les intégrer parfaitement pour ne plus vous faire manipuler à l'avenir, mais surtout pour ceux qui vivent avec ces personnes, il faut savoir que certains des outils peuvent s'avérer dangereux. En cas de violence, il faut parfaitement savoir les maîtriser avant de les utiliser. Donc je parle des outils notamment contre le gaslighting, tout ce qui est contre-manipulation que vous trouvez dans mes audios précédents. Je vous invite également à rejoindre le groupe privé à Facebook Allô Maman Entraide pour les victimes de pervers narcissiques, groupe sur lequel vous trouverez régulièrement des outils nécessaires à votre guérison et votre bien-être. Thérapie EMDR, vidéo d'hypnose pour dormir, relaxation, prière universelle, c'est-à-dire quelle que soit votre confession, chrétien, juif, musulman, et pour les athées, affirmations relatives à la loi de l'attraction, de la méditation, car oui, mesdames et messieurs, ce qui relève du spirituel doit également être soigné par le spirituel. Enfin, les bases offertes sur ces audios ne doivent pas remplacer un thérapeute lorsque c'est réellement nécessaire, du moins si vous en avez les moyens. Ceux qui ont des difficultés financières et qui ne peuvent se le permettre sont invités à utiliser les outils qui se trouvent sur le mur du groupe privé, je dis bien le groupe privé et non pas sur mon profil perso qui ne me sert même pas. Donc les outils se trouvent sur le mur du groupe privé Facebook Allô Maman Entraide pour les victimes de pervers narcissiques aussi souvent que possible, car si vous faites le choix de travailler seul, cela ne peut fonctionner que si c'est fait régulièrement, pour ne pas dire perpétuellement. Alors, dans un premier temps, une fois n'est pas coutume, nous parlerons aujourd'hui au sens large du narcissisme avéré, notamment. Mais avant tout, et afin de comprendre pourquoi vous ne pouvez plus être en couple avec ces personnes, voire même couper les liens ou pas, s'il s'agit d'un membre de votre famille, parce qu'après tout, c'est vous qui décidez,
Mais surtout, comprendre qu'il s'agit de personnes réellement atteintes de troubles graves permettra éventuellement que vous cessiez de vous poser des questions à leur propos. Donc, c'est des questions pourquoi est-il aussi méchant? Vous savez, comme dans la vieille pub Orangina. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que. Donc, il ne s'agit pas aujourd'hui de vous laisser sur le parce que, puisque justement, on va découvrir pourquoi. Pourquoi est-il aussi méchant? Pourquoi est-elle aussi méchante? D'accord? Voilà. Donc, cela évitera aussi que vous détestiez ces personnes ou que vous leur souhaitiez du mal. Et en toute honnêteté, si vous ne comprenez toujours pas, après cet audio, pourquoi il faut que vous cessiez de vous poser des questions, après toutes mes explications, si vous continuez à vous poser des questions sur ces personnes, de savoir pourquoi on vous traite ainsi ou pourquoi elles sont méchantes, je suis désolée, mais là, il faudrait réellement se pencher sur la question de savoir soit ce qui cloche chez moi, c'est-à-dire que je vous aurais mal expliqué les choses, soit ce qui cloche chez vous. Mais toujours est-il qu'il ne faudra pas se demander ce qui cloche chez la personne toxique, voilà, parce que, pardonnez ma franchise, nous sommes ici pour avancer, d'accord? Pas pour ménager votre ego. Moi, j'essaye de vous expliquer les choses, et il se peut aussi que je fasse mal les choses, que j'explique mal, hein. Donc voilà, c'est trop facile de dire ça vient de vous. Peut-être ça rentre d'une oreille ou ça sort de l'autre, ou peut-être vous ne comprenez pas parce que vous êtes réellement traumabondé, donc sous une réelle emprise. Et là, il faudra tout faire pour sortir de là. D'accord? Donc voilà. Évidemment, il ne s'agit pas de se demander pourquoi vous souffrez, hein. Donc, dans le cadre des familles toxiques dont je viens, on sait pourquoi on ne leur pardonne pas. D'accord? D'ailleurs, il s'agit de... C'est votre choix. Vous pardonnez ou vous ne pardonnez pas. Sachez juste que tant que vous ne pardonnez pas, c'est à vous que vous faites du mal. Je dis bien pardonner et non pas oublier. On ne peut pas oublier des années de souffrance. Ça, c'est pas possible. D'accord? Voilà. Pardonnez. Déjà, pardonnez-vous. Voilà. Après, c'est un choix. Encore une fois, moi, je vous donne des directives. Ce ne sont pas des ordres. Je vous explique juste comment on s'en sort. Voilà. Ceux qui après le prennent comme une leçon que je donne ou qui me voient comme une donneuse de leçons, là encore une fois, si elles n'ont pas compris que j'étais là pour essayer de les sortir de la relation, ces personnes-là, je ne peux rien faire pour elles. D'accord? Voilà. En outre, lorsque je vous recommande de cesser de vous masturber le cerveau à leur propos sur les murs des groupes de France et de Navarre, c'est parce que ce sont vos émotions qui me préoccupent. Parlez de vous, écrivez ce que vous ressentez, parce qu'elles, elles ressentent tout ce qu'elles peuvent ressentir. Écrivez comment vous allez, quels sont vos projets, vos passions, d'accord? Alors nous allons à présent creuser davantage et comprendre l'intérêt d'être focalisé sur vous et non sur la personne toxique de votre vie, d'accord? Parce que pour comprendre, il faut définir, même si c'est barbant, je comprends que ça vous gonfle, hein, vraiment, mais c'est essentiel. Aussi, définissons le trouble de la personnalité, ainsi que toutes les personnalités appartenant au cluster B du DSM. C'est en fait le manuel américain, parce que ce sont eux qui ont découvert toutes ces notions, c'est le manuel américain répertoriant ces troubles psy. Alright? Donc on va commencer par voir les troubles de la personnalité. Et d'ailleurs, essayer de la définir parce que la personnalité d'un individu est stable. D'accord? La prévalence des troubles de personnalité est de 10%. Chaque trouble de personnalité prédispose à des comorbidités psychiatriques dont la prise en charge est primordiale. Alors, pas de panique, je vais tout définir, à commencer par la comorbidité. La comorbidité en médecine, c'est l'association de deux pathologies, psychiques ou physiques, fréquemment observées dans la population, et sans causalité établie, contrairement aux complications. C'est en fait l'état qui en résulte. Par exemple, pour que mieux que vous compreniez, l'obésité et l'arthrose de la hanche présentent une comorbidité. Alors,
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la mortalité par suicide est élevée chez les patients qui souffrent de troubles de la personnalité. D'accord? Il faut faire la part des choses. Euh, il est certain qu'avec ces personnes, d'autant plus qu'elles crient souvent au loup, parce qu'en fait, elles utilisent pour vous faire culpabiliser quand vous les quittez. Il y en a qui vous disent qu'elles vont se suicider. Malheureusement, il va falloir s'en foutre, hein, il n'y a pas d'autre mot, dans la mesure où il s'agit de sauver votre peau. Et dans la mesure aussi où on ne sait jamais si ces personnes vont réellement se suicider, mais force est de constater que pour beaucoup d'entre eux, ils en viennent au suicide. Alright? Mais quand elles se suicident pas pour vous, hein, mesdames et messieurs. Elles se suicident parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Voilà, c'est jamais pour vous. Donc oui, c'est vrai que ça peut être éventuellement un moyen de détecter. C'est-à-dire que si elles vous disent qu'elles se suicident parce que vous les laissez, quoi que c'est arrivé, hein, la personne narcissique dont je vous ai parlé dans Esprit criminel, celui qui a tué l'enfant de sa compagne, hein, ni plus ni moins, oui, oui, c'est avec ce genre de personne, hein, qu'on était, que vous étiez encore, que vous êtes encore, voilà. Et lui, dans son cas, il a tué le fils de sa compagne. Et ensuite, il a écrit comme ça, tranquillement, comme si il lui avait juste mis un coup de pied, que de la prison. Il lui a écrit qu'il espérait vivement qu'elle lui pardonne. Et lorsqu'il s'est rendu compte que finalement il n'en était rien et qu'elle ne lui pardonnerait pas, effectivement, il s'est suicidé. Mais bon, après, c'est l'environnement. Peut-être c'est le fait qu'il était en prison. Peut-être c'est le fait qu'il est enfin, je dis bien peut-être, hein, parce qu'on parle quand même d'un mystificateur qui a vraiment bluffé tout son monde, et par commencer à mentir aux médias. Voilà, il faisait semblant de rechercher le fils de la compagne, etc. Il a fait faire un appel à sa compagne, qui ne voulait pas d'ailleurs, elle s'est mise de côté, mais il a demandé aux enfants de sa compagne de faire un appel au gosse qui venait de tuer. Oui, oui, on était avec ce genre de personnes, ou vous êtes encore avec ce genre de personnes. Ça va mieux en le disant. Disons, quand je dis que ça va mieux en le disant, c'est plutôt dans l'esprit partez vite. Alright? Voilà. Alors, du coup, je ne sais plus où j'en étais, donc je vais peut-être reprendre. Oui, donc je vous disais que la mortalité par suicide est élevée chez les patients qui souffrent des troubles de la personnalité, et ça, on ne peut pas le mettre de côté. Alright? Alors donc, pour introduire toutes ces notions, comme je vous le disais, il s'agit maintenant d'aborder les définitions ainsi que les classifications. Donc j'ai le sentiment d'être en fac de droit là. Alors, la personnalité désigne ce qu'il y a de stable et unique dans le fonctionnement psychologique d'un individu. C'est la signature psychologique d'un individu, ni plus ni moins. Elle résulte de l'intégration de facteurs cognitifs, émotionnels et pulsionnels. Les traits de personnalité sont relativement stables dans le temps et définissent un fonctionnement psychologique, une perception de l'environnement et une façon de gérer ses relations interpersonnelles. Alors, pas de panique si vous ne comprenez pas. Le fait de rejouer les audios va vous faire comprendre. Parce que vous vous doutez que quand je suis arrivée à la fac de droit, je ne comprenais absolument rien. D'autant plus que j'avais un prof qui était PN intellectuel, et donc qui aimait à user des grands mots, etc. Bon, moi, les grands mots, je suis obligée de les utiliser pour définir les notions, on ne peut pas faire autrement. Et il me disait, mais c'est essentiel, c'est essentiel. Et donc, par la suite, quand je lui expliquais que moi, je suis une personne qui a besoin de tout définir et de tout comprendre, parce que si on ne comprend pas, on ne peut pas le retenir. Et en fait, ce qu'il m'a expliqué, ça peut aussi marcher pour vous, et ça peut marcher aussi pour rompre l'emprise. Et c'est là où, finalement, je vais me contredire par rapport à souvent, parce que souvent, je vous dis qu'il ne faut pas vous contenter des audios. Mais pour autant, le fait de rejouer les audios peut vous créer un déclic. C'est ce que mon prof m'avait expliqué quant aux notions hyper compliquées qu'il utilisait en droit, quoi. Vraiment compliquées. Et puis, en plus, il arrivait souvent qu'on devait aborder justement tout ce qui était relatif à la psychiatrie pour tout ce qui s'agissait de la culpabilité des personnes.
Voilà, donc parce qu'en premier lieu, il faut définir si elles avaient conscience de ce qu'elles faisaient ou pas. Il faut définir si elles ont un trouble psychiatrique ou pas. Voilà, et moi je ne comprenais absolument rien et je me refusais de faire partie des moutons qui répondaient oui, 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 qui comprenaient finalement que dalle. D'accord. Et là, il avait dit un truc qui était très juste. Il me disait, mais mademoiselle, donc, lisez, 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 et puis au bout d'un moment, ça va créer un déclic, n'est-ce pas? Donc, il se peut que le fait de rejouer les audios et de revenir souvent sur ces notions puisse vous créer un déclic, notamment quand je vous parle de cette espèce de timbré qui a tué le fils de sa compagne. Alright? Voilà. Donc, je le répète, la personnalité désigne ce qu'il y a de stable et unique dans le fonctionnement psychologique d'un individu. C'est la signature psychologique d'un individu. Retenez juste ça. Et elle résulte de l'intégration de facteurs cognitifs, émotionnels et pulsionnels. Les traits de personnalité sont relativement stables dans le temps et définissent un fonctionnement psychologique, une perception de l'environnement et une façon de gérer ses relations interpersonnelles. Alors je prends un petit peu de miel. Alors, ce qu'il faut savoir sur la personnalité, c'est qu'elle associe le tempérament et le caractère. Dès lors, vous comprenez mieux les crises et tout ce que vous avez subi finalement. Parce que il faut bien comprendre que le tempérament fait référence aux aspects biologiques, donc innés et stables de la personnalité. Le caractère, qui désigne les dimensions de la personnalité déterminées par les expériences de la vie et l'apprentissage social, est susceptible, et EST, est susceptible de varier au cours du temps. D'accord? Alors, la personnalité normale est souple et adaptable. Elle utilise des modalités de fonctionnement variées et elle évolue au gré des expériences de vie. Pardon. Alors, on parle de personnalité pathologique ou de troubles de la personnalité lorsque les traits de personnalité sont peu nombreux, particulièrement marqués, et qu'ils induisent une altération du fonctionnement social et une incapacité à s'adapter aux différentes situations de la vie. Vous comprenez mieux un petit peu tout ce qui handicape la personne toxique qui vous a fait souffrir. Le trouble de personnalité constitue un facteur de vulnérabilité aux autres troubles psychiatriques, troubles dépressifs, anxieux et addictifs essentiellement. Contrairement aux autres troubles psychiatriques dont l'expression est symptomatique et donc égodystonique, c'est-à-dire reconnue par le sujet comme extérieur à lui en fait. Pardon, l'expression du trouble de la personnalité est en fait égosyntonique, c'est-à-dire intégrée dans la façon d'être du sujet et difficilement identifiable par le sujet, qui est quasi anosognostique de son trouble de la personnalité. Voilà. Ainsi, le trouble de la personnalité s'exprimera à travers des modalités relationnelles à l'autre, des styles cognitifs et ou une impulsivité. Donc, pour mieux les comprendre, la seule chose à faire, c'est de prendre la Bible en la matière, c'est-à-dire le DSM. D'accord? Le DSM, c'est en fait le manuel qui répertorie ce type de pathologie. D'accord? Et dans ce recueil qui répertorie ces pathologies, tout ce qui gravite autour des troubles de la personnalité narcissique est classé, en fait, c'est tout ce qui gravite autour de tout ce qui est émotionnel. C'est ça le cluster B, en fait. Le cluster B, cluster, ça veut dire groupe, je pense. Donc, voilà, enfin, je pense, j'en suis sûre. Le cluster B est appelé le cluster dramatique, émotionnel et erratique. D'accord? Erratique, ça veut dire ce qui est instable, qui ne manifeste aucune tendance cohérente.
ce qui est aléatoire, d'accord? Comme par exemple la bourse, voilà. C'est les mouvements erratiques du dollar. Alright? Et donc, qu'est-ce que contient ce cluster B? Qu'est-ce qu'il renferme? Il renferme tout ce qui est trouble de la personnalité borderline, trouble de la personnalité narcissique, trouble de la personnalité histrionique, trouble de la personnalité antisociale. Alors, voyons d'abord le trouble de la personnalité antisociale. Le trouble de la personnalité antisociale est également parfois nommé psychopathie, sociopathie ou personnalité dissociale. Ce trouble de personnalité se caractérise par une impulsivité, une tendance au passage à l'acte, une absence de culpabilité, une incapacité à se conformer aux normes sociales, un mépris et des transgressions répétées des droits d'autrui, une tendance à la manipulation d'autrui pour en obtenir des bénéfices souvent immédiats. Pardon. Alors, je vais reprendre un petit coup de miel. Apparemment, je n'ai pas pris assez. La biographie de ces patients est marquée par l'instabilité et est souvent émaillée de contacts avec la police et la justice, voire de condamnation. On retrouve dans l'enfance des comportements transgressifs, répétés comme des agressions, des destructions ou des vols. Le tout faisant porter un diagnostic de troubles des conduites avant l'âge de 15 ans. Et ces comportements se perpétuent à l'âge adulte. Les patients souffrant d'un trouble de personnalité antisociale présentent un risque accru de décès prématuré par mort violente ou par suicide par rapport à la population générale. Les comorbidités addictives et dépressives fréquentes sont également partiellement responsables d'une diminution de leur espérance de vie. Alors pardonnez-moi, je vais boire un petit peu, mais très peu aujourd'hui. J'ai déjà bu. Oh, c'est infâme. Ah, si vous saviez tout ce que je m'inflige pour prendre soin de moi. Là, je bois du soufre, pour les personnes qui souffrent d'arthrose notamment, pour faire pousser les cheveux ou les ongles. C'est magique, mais alors c'est infâme au goût. Voilà. Comme ça, vous saurez tout. Alors, le trouble de personnalité antisociale présente par définition une évolution chronique, mais on note souvent une diminution de l'impulsivité avec l'âge et la survenue fréquente de troubles dépressifs, parfois sévères, au milieu de la vie. Alors, maintenant, je vais vous dire ce qu'en dit le DSM. Au sens du DSM, donc ça va peut-être vous sembler répétitif, mais je tenais vraiment à apporter une définition, la définition propre du DSM. D'accord? Il faut rendre à César ce qui est à César. Le trouble de la personnalité antisociale se caractérise par un modèle omniprésent de mépris des droits d'autres personnes qui se manifeste souvent par l'hostilité et ou l'agression. La tromperie et la manipulation sont également des caractéristiques centrales. Dans de nombreux cas, des comportements hostiles, agressifs et trompeurs peuvent apparaître pour la première fois pendant l'enfance. Et en plus du mépris téméraire des autres, ils se placent souvent dans des situations dangereuses ou risquées. D'ailleurs, mon farfadet, sa carrière, il a arrêté de manière anticipée en raison d'un accident de voiture, parce que ces gens conduisent n'importe comment. Voilà. Je crois que le farfadet est psychopathe, en fait. J'en suis sûre, même. Pardon. Alors, ils agissent fréquemment sur des pulsions impulsives sans en tenir compte. Cette difficulté avec le contrôle des impulsions entraîne la perte d'emploi. Comme ça, vous comprenez mieux pourquoi ils font les rats morts sur vos canapés, les accidents, comme je le disais précédemment, les difficultés juridiques et l'incarcération. Heureusement, beaucoup sont en prison quand même.
Oui, il vaut mieux voir le verre à moitié plein. Alors, les personnes atteintes du trouble de la personnalité antisociale n'éprouvent généralement pas de véritable remords pour le mal qu'elles causent aux autres. Toutefois, elles peuvent devenir très habiles à feindre des remords, notamment lorsqu'il s'agit de faire dans leur meilleur intérêt. Par exemple, lorsqu'elles se tiennent devant un juge. Et c'est là où vous arrachez les cheveux, vous ne comprenez pas pourquoi elles ont gagné quand c'est le cas et comment elles peuvent duper leur monde. Alors, elles prennent peu ou pas de responsabilité pour leurs actions. Et en fait, les personnes appartenantes au cluster B du DSM reprocheront souvent à leurs victimes d'avoir causé leurs mauvaises actions ou d'avoir mérité leur sort. Les caractéristiques agressives de ce trouble de la personnalité les font se démarquer en fait des autres troubles de la personnalité. Donc voyons un trouble qu'il vous faut aussi maîtriser. Donc le but en fait de cet audio, ça va vous permettre notamment de vous rendre compte du trouble réel de votre personne toxique. D'accord? Et si vous ne comprenez pas, encore une fois, vous jouez l'audio plusieurs fois, au bout d'un moment, ça va créer un déclic. Alors, on va donc voir le trouble de la personnalité borderline, puisqu'on ne l'a jamais abordé, et c'est une notion qui est peu abordée. D'accord? Parce qu'il se peut que vous soyez avec une personnalité borderline. Et d'ailleurs, c'est pas dit, mais je vous précise, enfin, à condition que vous ayez confiance en moi, que tout ce qui va toucher les troubles de la personnalité borderline concerne beaucoup plus les femmes que les hommes, en fait. D'accord? Le trouble de la personnalité borderline est caractérisé par 4 grandes familles de symptômes. Alors, pardonnez-moi. Je disais donc 4 grandes familles de symptômes. Les symptômes affectifs marqués par une instabilité émotionnelle, un sentiment envahissant de vide, une tendance à l'humeur dépressive. Des distorsions cognitives pouvant aller de sentiments de déréalisation ou de dépersonnalisation jusqu'à d'authentiques symptômes psychotiques survenant notamment dans les périodes de stress avec des hallucinations et des idées de persécution. Alors évidemment, quand les personnes prennent des drogues ou boivent de l'alcool, je ne vous explique même pas le cocktail. Il va y avoir aussi des troubles du comportement liés à l'impulsivité, automutilation, conduite à risque et tentative de suicide répétée. L'impulsivité étant souvent précipitée par des menaces de séparation réelles ou vécues comme telles. Pardon. Alors, il y a également une instabilité interpersonnelle majeure marquée par des relations intenses et instables, alternant entre les deux extrêmes de l'idéalisation et du rejet. Voilà. J'espère que ça vous permet de mieux comprendre. Ces patients ont en effet une peur intense d'être abandonnés et font des efforts effrénés pour éviter les abandons. On notera aussi un antécédent de violence physique, en particulier sexuelle ou psychique, de négligence dans l'enfance, ce qui est un facteur de risque de trouble de la personnalité borderline. Le trouble de la personnalité borderline est marqué par de fréquentes comorbidités, dont les principales sont les abus de substances, les troubles de l'humeur bipolaire et unipolaire, les troubles anxieux et les troubles du comportement alimentaire. Le risque suicidaire est élevé dans les troubles de la personnalité borderline. 8 à 10% des sujets atteints de troubles de personnalité borderline décèdent par suicide. Leur biographie est marquée par une instabilité, mais leur adaptation sociale peut être néanmoins relativement bonne. Alors voyons à présent un trouble. C'est le trouble, je pense, que vous connaissez le moins. Et vous pourriez être avec une personne histrionique. Donc on va voir le trouble de la personnalité histrionique, parce que peut-être que vous dites que c'est un PN, mais c'est juste en fait le trouble de la personnalité histrionique.
et notamment ça peut se confondre à cause de la rage narcissique. Le trouble de personnalité histrionique, anciennement appelé hystérique, c'est rien de plus ni moins que de l'hystérie, c'est une personnalité qui se caractérise par une labilité émotionnelle, une quête affective excessive, une hyper-expressivité des affects, un théâtralisme et une suggestibilité. Ça veut dire qu'ils sont influençables. Voilà. Et donc, je vais quand même vous définir ce que j'ai dit avant qui était compliqué. La labilité, en fait, c'est la dysrégulation émotionnelle qui peut être appelée labilité de l'humeur. Alright? Voilà, c'est des sautes d'humeur, en fait. Une fluctuation marquée de l'humeur. Elle est parfois associée à une dépendance affective. D'une façon inconsciente, leur quête affective les conduit à tenter d'attirer l'attention et d'obtenir des compliments via leur apparence physique et une attitude parfois provocante et séductrice inappropriée. Et ça, c'est surtout, encore une fois, les femmes. Les comorbidités les plus fréquentes sont les troubles de l'humeur, les troubles anxieux, les addictions et les autres troubles de la personnalité. Et donc, encore une fois, les tentatives de suicide sont fréquentes et souvent intégrées dans la dimension de quête affective. Cependant, le risque de suicide est également élevé dans ce trouble de la personnalité. Il faut savoir que ces patients suscitent souvent le rejet de la part des soignants, en fait, qui les considèrent souvent, mais à tort, comme des faux malades. Et dans ce cas, ils les renvoient chez eux. Et puis voilà, la messe est dite, après, sur ce qui se passe à la maison. Je vais donc vous en donner la définition au sens du DSM. Donc, voyons ensemble les troubles de la personnalité histrionique au sens du DSM. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité histrionique se caractérisent par un modèle d'émotivité excessive et de recherche d'attention. Donc encore une fois, si vous avez l'impression que je me répète, c'est parce que je donne deux définitions. J'aime bien avoir un deuxième avis, et surtout l'avis de César, puisque c'est César qui a répertorié toutes ces personnes. Alors, leur vie, et encore une fois au sens du DSM, leur vie est pleine de drames, c'est ce qu'on appelle les drama queens, ou les reines du théâtre. Ces personnes sont mal à l'aise au sein des situations dans lesquelles elles ne sont pas au centre de l'attention. Les personnes atteintes de ce trouble sont souvent très coquettes ou séduisantes et aiment s'habiller de sorte qu'elles attirent l'attention sur elles. Elles peuvent être flamboyantes et théâtrales, présentant un degré exagéré d'expression émotionnelle. Pourtant, en même temps, leur expression émotionnelle est vague, superficielle et manque de détails. Cela leur donne l'air d'être malhonnêtes et pas sincères. En outre, le drame et l'expression émotionnelle exagérée embarrassent souvent les amis et les connaissances, car elles peuvent même embrasser des connaissances occasionnelles avec une ardeur excessive et peuvent être incontrôlables. Voilà, c'est les bisous alors qu'elles connaissent à peine les gens. Elles sont trop démonstratives, si vous voulez. Les personnes atteintes de troubles de la personnalité histrionique peuvent sembler volages. Leur style comportemental se met souvent en travers de relations vraiment intimes, d'accord, mais sont également mal à l'aise par le fait d'être seules. Elles ont tendance à se sentir déprimées quand elles ne sont pas le centre d'attention. Lorsqu'elles sont dans des relations, elles imaginent souvent que les relations sont de nature plus intime qu'elles ne le sont réellement. C'est un petit peu comme les érotomanes, pour ceux qui connaissent l'érotomanie. L'érotomanie, c'est notamment le fait de tomber amoureux, par exemple, d'un comédien et d'être persuadé que le comédien est amoureux de vous. Voilà. Ou de son toubib. Mais en général, c'est plus les gens connus. Voilà. Pardon. Alors, les personnes atteintes de troubles de la personnalité histrionique ont tendance à être influençables. C'est-à-dire qu'elles sont facilement influencées par les suggestions et les opinions des autres. Un personnage littéraire illustre parfaitement le trouble de la personnalité histrionique d'ailleurs, à savoir le personnage de Blanche Dubois,
dans la pièce classique de Tennessee Williams. Ça s'appelle Streetcar Named Desire. En français, un tramway nommé Désir. Alors, voyons ensemble le trouble de la personnalité narcissique. À présent, les patients qui souffrent d'un trouble de la personnalité narcissique ont un sens grandiose de leur propre importance, surestimant leurs capacités et ayant une volonté de puissance et de succès illimité. Se jugeant supérieurs, spéciaux ou uniques, ces personnes s'attendent à être reconnues, admirées et traitées avec respect et tolèrent mal la critique. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que j'ai détecté ma mère. Hein. Voilà, elle ne supporte pas qu'on lui dise quoi que ce soit. L'autre est dévalorisé et sous-estimé. D'ailleurs, ma chérie qui se reconnaîtra, si tu te poses la question de savoir si ta mère est PN ou pas, demande-toi si justement elle te dévalorise. Voilà, parce que les narcissiques, justement, vont dévaloriser les autres et les sous-estimer. Ces patients manquent d'empathie et sont relativement insensibles aux besoins et aux sentiments d'autrui. Pour certains experts, il manque simplement de remords, hein, au même titre que les psychopathes. Alors, ces personnes peuvent ainsi être perçues comme des personnes prétentieuses, arrogantes et méprisantes. Pour autant, leur estime d'eux-mêmes, d'apparence élevée, est en réalité très fragile. Et c'est pour ça qu'elles tentent de vous écraser. Les comorbidités psychiatriques associées à ces troubles de la personnalité sont principalement des troubles de l'humeur et des addictions. Le risque d'isolement social est important. Alors, voyons maintenant une autre forme de toxicité, puisque c'est le thème. En réalité, c'est là-dessus que j'ai voulu souligner, parce que, encore une fois, ce qui m'importe, c'est vous, c'est pas les autres. Les autres, il faut bien les expliquer. Ça me permet notamment de vous dire que dans la codépendance, est également une forme de toxicité. Voilà. À la différence près, c'est que pour ceux qui sont codépendants, contrairement aux empathes, aux hypersensibles, c'est que tout ce que vous le faites pour l'amour. Alors que quand on parle de la toxicité des membres du cluster B, là en fait, tout ce qu'ils font, ils le font pour nous rabaisser, pour nous tuer, et donc je ne vois pas d'amour là-dedans. D'accord ? Donc allez pas vous flageller, oh mon Dieu, je suis toxique. C'est une forme de toxicité, mais j'appellerais cela une toxicité saine. Alors, voyons ensemble les signes de la codépendance. Donc, il s'agit de reconnaître les signes de codépendance au sein de l'abus narcissique et en venir à bout. Parce qu'afin de se libérer des relations codépendantes narcissiques, il convient en premier lieu de reconnaître les habitudes et les comportements qui doivent être modifiés. Comprenez que le développement de ces habitudes n'est pas de votre faute. D'accord ? Vous n'êtes coupable de rien. Nous sommes tous gouvernés par des habitudes et la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible de s'en débarrasser. Contrairement à la toxicité narcissique. D'accord ? Elle ne guérira jamais. Pour nous, il y a toujours de l'espoir. Enfin, je dis pour nous. Codépendante, je m'en suis débarrassée de ma codépendance. Il me reste maintenant l'empathie et le fait que je sois supernova. Retenez simplement que c'est parce que nous tendons tous à graviter vers ce que nous connaissons, peu importe que ces habitudes soient saines ou pas. De toute façon, ce sont les vôtres. D'accord ? Voilà. Il ne s'agit de les modifier que parce que ces habitudes vous font souffrir et vous empêchent de vivre dans la relation idyllique que vous méritez. S'il ne s'agissait pas de ça, il faudrait vous prendre tel que vous êtes finalement. Parce que même si je parle de toxicité, la codépendance, le comportement des codépendants en règle générale, c'est noble. Voilà, on a de bonnes intentions. Voilà. Je pointerai ultérieurement ce qui est vraiment toxique, en fait, dans la codépendance. Donc la codépendance, également codépendance avec un tiret, parce que la codépendance, ça s'écrit C-O-D-E-P-E-N-D-A-N-C-E, mais ça peut aussi s'écrire CO-ensuite dépendance, ou co-narcissisme, hein, ou narcissisme inversé.
Vous comprenez maintenant l'élément de toxicité. C'est un narcissisme inversé. Mais vous comprenez aussi la noblesse d'un tel sentiment. Et alors la codépendance, je le disais, en psychologie, c'est une tendance à faire preuve au sein de relations interindividuelles d'une passivité particulière ou à mettre en place des rapports avec les autres d'une manière qui puisse en fin de compte affecter négativement les relations en question et la qualité de vie de la personne. Cela implique également souvent d'attribuer une priorité plus basse à ses propres besoins tout en se préoccupant excessivement des besoins des autres. Vous comprenez maintenant ce qui est toxique. La codépendance peut apparaître dans tout type de relations, notamment familiales, professionnelles, amicales, amoureuses ou sociales. Je tirais ma codépendance évidemment de l'environnement toxique et de mes parents toxiques depuis l'enfance. Mais je m'en suis débarrassée. Je vous mettrai sur le mur les moyens de pouvoir en venir à bout. Et je vais en parler évidemment aujourd'hui. Alors, la codépendance est généralement caractérisée par des comportements de déni, un manque de confiance en soi, un conformisme excessif ou des comportements de contrôle. Historiquement, le concept de codépendance vient directement des alcooliques anonymes suite à la prise de conscience que le problème ne vient pas seulement de l'alcoolique, mais aussi de la famille et des amis de l'alcoolique. Le concept a été par la suite utilisé dans un sens plus général pour représenter la façon dont la personne codépendante est attachée à une autre personne pour nourrir un besoin d'approbation, de prise en charge, etc., etc. Dans ce sens, le concept recouvre partiellement le concept clinique du trouble de la personnalité dépendante s'attachant à une personnalité plus forte. On comprend mieux l'intérêt d'un sevrage total pour le no-contact. Voilà, je parle de la corrélation avec l'alcoolisme. Pourquoi pour ceux qui ne le savent pas, c'est que l'alcoolique, dès qu'il regoute le moindre verre, je dis bien le moindre verre, supposez qu'une personne alcoolique se soit sevrée depuis 10 ans, elle ne touche plus un verre d'alcool depuis 10 ans, il lui suffira de reboire un seul verre pour sombrer à nouveau dedans. Ce qui signifie, mesdames et messieurs, que si vous interrompez le non-contact et que vous revoyez cette personne et que vous la gardez dans vos amis, vous serez sous emprise à vie. Après, c'est votre choix. D'accord ? Moi, je suis là uniquement pour vous définir les notions et pour vous expliquer le processus de cette dynamique. Le concept de codépendance décrit des comportements, pensées et sentiments qui vont au-delà des formes normales de sacrifice de soi et de soins d'autrui. Par exemple, être parent est un rôle qui nécessite un certain sacrifice de soi, ainsi que donner une grande priorité aux besoins de l'enfant. Malgré tout, un parent, je dis bien un parent normal, non pas un parent toxique comme les miens ou comme les vôtres pour ceux qui ont des parents toxiques, mais je dirais qu'un parent peut néanmoins être codépendant vis-à-vis de ses propres enfants si les soins ou sacrifices atteignent un niveau maladif ou destructif. Je tiens à souligner que c'est également par ce moyen qu'on construit des pervers narcissiques. Donc s'il vous plaît, mesdames et messieurs, essayez de nous débarrasser de cette race en n'arrosant pas du soir au matin vos enfants d'amour et n'en faites pas des cobayes ou des personnes que vous allez submerger d'amour sous prétexte que vous n'en recevez pas de la part de votre partenaire, parce que ça aussi c'est de l'abus, ni plus ni moins. Voilà. C'est une forme d'abus. Et c'est la raison pour laquelle ils deviennent en fait narcissiques. En fait, le narcissique, il n'est soit qu'il ait reçu des coups, etc. dans son enfance, soit qu'il ait reçu trop d'amour ou pas assez. En général, un parent qui prend soin de ses propres besoins, physiques et émotionnels, d'une façon saine, sera un meilleur parent. Un parent codépendant sera, lui, moins efficace, ou peut même aller jusqu'à causer du tort à un enfant, comme je viens de l'expliquer. Vous comprenez l'intérêt de vite vous sevrer et de vous soigner. D'accord ? Voilà. La codépendance,
je le redis encore une fois, parce que pour moi c'est nécessaire que vous l'imprimiez. Euh, si vous ne prenez pas en charge vos propres besoins physiques et émotionnels, vous ne serez pas un bon parent. Voilà, vous serez un moins bon parent qu'une personne qui ne souffre pas de ces troubles. Et je le redis encore une fois, un parent codépendant sera moins efficace. Voilà. La codépendance je vais y arriver. La codépendance ne recouvre pas tous les sentiments de préoccupation des autres et comportements de prise en charge. Elle concerne seulement ceux qui sont excessifs à un niveau maladif. Alright? Donc vous n'allez pas vous flageoler si vous le faites peu. Et ce qu'il faut, c'est ne pas être excessif. C'est comme tout, c'est comme pour l'alimentation. On peut manger ce qu'on veut d'une manière qu'on n'abuse pas. Donc on peut citer à titre d'exemple la codépendance liée à Internet et à la technologie. Car en effet, du point de vue de la théorie de l'attachement ou des théories de la relation d'objet, le risque de devenir dépendant est considérable. Et à cet effet, comment pourrais-je vous parler de cela sans citer le grand maître en la matière, un de mes auteurs préférés, le docteur Wayne Dyer, qui vous préconise le non-attachement. Au sens du docteur Wayne Dyer, vous serez les personnes les plus heureuses du monde dès lors où vous décidez de ne plus vous attacher à rien ni à quoi que ce soit. Et justement, les codépendants sont tristes. D'accord? Ils le sont également et généralement depuis l'enfance et sont souvent le fruit de parents toxiques. C'est le fameux mouton noir, l'enfant ayant manqué d'amour et d'attention. La notion de codépendance ne doit pas être confondue avec l'emprise et le trauma bonding que nous avons défini ensemble dans l'audio qui s'intitule « Les liens de la trahison ». Revenons à présent, même si finalement il y a une corrélation, mais vraiment on doit mettre les deux de côté, c'est-à-dire qu'il faut soigner le trauma bonding et soigner la codépendance. La codépendance que vous pouvez traîner depuis votre enfance et depuis vos parents toxiques. Alors revenons à présent au cœur du sujet, à savoir la dynamique codépendant pervers narcissique. Les relations codépendants narcissiques, codépendants, enfin c'est-à-dire la dynamique existe entre les codépendants et les narcissiques, c'est ça que je veux dire. Et cette dynamique, en fait, ces relations peuvent devenir très addictives et habituelles en raison du processus du grooming ou toilettage, dressage effectué par certaines personnalités du groupe B au sens du DSM américain, telles que les histrioniques, les borderline, les personnalités antisociales et narcissiques que nous venons de définir, et vous comprenez mieux maintenant pourquoi je vous en ai donné la définition. Alors, il est très facile pour la plupart d'ignorer les signes de codépendance, pourtant cela concerne l'abus narcissique. Certains peuvent percevoir la codépendance comme un groupe de personnes faibles qui ne s'aiment pas, tout simplement pas, mais ce n'est pas le cas, d'accord? Aussi, mesdames et messieurs, montrez-leur combien vous aimez à ces personnes qui prétendent cela. Le processus de toilettage ou grooming par les personnes dotées de traits narcissiques malfaisants et particulièrement développés conditionne souvent les individus à adopter un comportement et des modèles de pensée de codépendance, assurant par là même la complicité et l'accodement sans protester contre les termes et conditions de la relation codépendant narcissique. Dès lors, vous devenez le ou la complice de la personne toxique. Alors, par contre, je vais peut-être vous expliquer ce que c'est que le grooming, c'est le toilettage. Quand vous vous demandez où est passée votre personne toxique et qu'elle feint de vous s'engueuler avec vous pour partir, elle est en train de dresser sa nouvelle proie. Quand elle disparaît complètement, la personne toxique, elle est en train de dresser la nouvelle proie. Voilà, c'est-à-dire de lui faire à elle-même du gaslighting, à la dresser pour qu'elle réponde à tous ses besoins dans un avenir proche. Et donc, ça veut dire que vous n'allez pas tarder à être largué. D'accord? Donc, je vous le disais, dès lors, vous devenez le ou la complice de la personne toxique. Car, malheureusement, certains sont victimes de ces relations avec des antécédents de relations codépendantes ou narcissiques. Par conséquent, elles sont conditionnées à devenir complices
voire à répéter ce même schéma ad vitam aeternam. D'où l'intérêt de parfaitement définir les notions aujourd'hui, de revenir sur les audios, de vous focaliser sur vous-même et de vous prendre en main. Vous devez être en constante surveillance. Alors, la tactique principale de toilettage pour laquelle vous devez prêter une particulière attention, c'est celle du gaslighting, conçue pour influencer une personne à remettre en question sa santé mentale. Vous commencez à vous demander si vous êtes timbré et si finalement ce n'est pas vous la personnalité narcissique. La personne toxique a dès lors atteint son but. Ce manque de confiance en sa propre santé mentale sont les signes avant-coureurs que vous allez internaliser ces tactiques de faiseurs de fous, vous allez réellement penser et en venir à la conclusion que vous êtes mentalement dérangé plutôt que de reconnaître que vous passez par quelque chose qui peut être perçu comme fou et qui est l'euphémisme, comme toujours en matière d'abus narcissique. Lorsque les personnes toxiques utilisent le gaslighting, malheureusement, les ciblés négligent souvent leur codépendance et celle des personnes narcissiques qui sont bien plus dépendants que nous. La codépendance reflète une dépendance excessive à l'égard des relations. Aussi, il est impératif de reconnaître non pas à quel membre du cluster B vous avez affaire, encore une fois, il doit être question de vous, vous, vous et vous. Il est impératif de reconnaître les signes de codépendance dans les relations narcissiques et les distinguer, encore une fois, du trauma bonding défini hier. Ensuite, il est impératif de choisir de commencer l'étape du no-contact. Ne la sous-estimez pas. Il s'agit d'une étape majeure. On coupe tout, on ne regarde pas son WhatsApp en loose day ou son compte Facebook. Encore une fois, c'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Hein. Je vous vois d'ici, hein, les coquines et les coquins. D'accord ? On ne parle pas de lui ou d'elle sur les groupes au sein desquels on se rend. On s'y rend pour parler de soi, de ses joies, de ses peines, de ses souffrances et de la façon dont on va procéder pour se soigner. Et puisqu'on parle de groupe, venir sur le groupe Facebook Allô Maman doit constituer le havre de paix sur lequel vous trouvez de quoi vous ressourcer et méditer. Il ne s'agit absolument pas de quitter les groupes initiaux sur lesquels vous avez noué des liens et dans lesquels vous aimez à vous confier. Nos contacts ne doivent pas être pris à la légère. Il s'agit d'une étape majeure en raison de la difficulté à le maintenir. Et sur cette question, référez-vous à l'audio Gérer le no-contact d'une main de maître. Non, je crois que ça s'appelle Boost de motivation pour gérer le no-contact d'une main de maître. Voilà. Cet audio, à l'époque, n'avait pas rencontré son public, comme dirait Marion Cotillard. En fait, en général, ça, c'est les acteurs qui disent « il n'a pas rencontré son public ». Vous savez, c'est les phrases types des navets n'ayant pas marché au cinéma. Voilà. Donc, accordez-lui la place qu'il mérite. En revanche, l'audio, comment se comporter quand la personne toxique vous quitte, est celui qui a été le plus écouté. C'est curieux, mais c'est ainsi. Mesdames et messieurs, donnez à cet audio l'audience qu'il mérite et par là même la vie merveilleuse que vous méritez. D'accord ? Si vous avez d'ores et déjà opté pour le no-contact, félicitations pour avoir pris l'une des plus belles et des plus grandes décisions de votre vie. Double félicitations si vous m'écoutez malgré le no-contact mis en place. Cela signifie que vous avez compris la difficulté à le maintenir et à résister aux nombreux hoovers de la personne toxique. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le hoover, qu'ils recherchent le mot hoover parmi mes vidéos, dans l'intitulé des vidéos, vous comprendrez ce qu'est le hoover, mais en 2 mots, ou en 3, ou même en 4, c'est le procédé par lequel la personne toxique tente de vous ramener dans sa toile. Alright? La décision de changer votre état d'esprit est le reflet aussi de l'une des nombreuses habitudes à rompre en vue de se libérer des relations codépendantes narcissiques le plus rapidement possible. Aussi, je compte sur vous. Voyons à présent comment rompre l'habitude des relations codépendantes narcissiques. Il existe une routine quotidienne de conformité dans les relations codépendantes narcissiques. La routine de se conformer au narcissique dans votre vie consiste plus
plus que le simple fait, c'est plus si vous voulez. Bon, je reprends la phrase pour que vous compreniez. La routine de se conformer à votre narcissique dans votre vie, c'est plus que le simple fait de lui accorder beaucoup d'attention. Cela consiste à placer votre esprit précieux, votre conscience, votre mentalité, votre sexualité, vos finances, vos ressources, vos émotions et votre énergie dans les relations codépendance narcissiques. Ensuite, vous êtes confronté à des tactiques de rage narcissique en raison de leur forte demande pour que vous en fassiez plus comme je l'explique dans l'audio d'hier, intitulé d'évaluation. Voilà, ça commence par d'évaluation. Le titre de l'audio d'hier, les personnes toxiques en veulent toujours plus, indépendamment de vos efforts, et ce ne sera jamais assez. Les relations codépendantes narcissiques sont conçues pour créer une forte dépendance. Par conséquent, tout gravite autour de l'habitude et de la routine. Encore une fois, les signes de codépendance sont souvent négligés dans les relations codépendantes narcissiques. Ces deux dynamiques créent une forte dépendance. Toutefois, la codépendance et le narcissisme peuvent lier les individus à un lien toxique mais enivrant. La codépendance encourage non seulement l'abnégation, sous prétexte de sauver, réparer et sauver les autres de crise en crise, mais elle peut vous décourager quant au fait de faire face à la réalité que les relations codépendantes narcissiques reflètent une mauvaise gestion de votre propre énergie. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs, on ne le répétera jamais assez. En revanche, ne vous battez pas pour cela, d'accord ? Un grand nombre de personnalités appartenant au cluster B au sens du DSM, telles que les borderline, les personnalités antisociales, histrioniques et narcissiques, toilettent, grooment ou dressent comme des chiens, oui. Et donc ils font ça aux autres pour les fournir un approvisionnement narcissique. Une partie de ce processus de toilettage consiste notamment à étudier les faiblesses et les forces de leur cible. Donc un des meilleurs moyens pour rompre cette habitude d'investir dans les relations codépendantes narcissiques est de se rappeler que les narcissiques et les autres types de personnalités du groupe B créent souvent de fausses images des personnes qu'elles ciblent en tant que source d'approvisionnement narcissique. Vous pouvez vous remettre en question en posant des questions critiques afin de savoir qui vous êtes et de découvrir vos valeurs, celles qui constituent votre vie en ayant un objectif réel. Posez-vous et définissez-vous. Pensez à ce que vous pourriez faire afin de pimenter votre vie. Et ça, c'est très important, mesdames et messieurs. Hier, j'ai remarqué qu'une de mes petites protégées ne se connaît même pas, en fait. En fait, vous connaissez plus les personnes toxiques que vous-même. Vous en connaissez plus sur les narcissiques que vous-même. Donc, comment peut-on évoluer si on ne se connaît pas ? C'est pas possible. D'accord ? Voilà. D'autant plus qu'en agissant ainsi, en se connaissant, en ne laissant pas le monopole de la personne que vous êtes à votre gaslighter, la prochaine fois que votre narcissique tentera justement de vous gaslighter, vous vous souviendrez juste que les fausses images que votre narcissique a créées de vous ne reflètent absolument pas la réalité. Voilà, je ne le crois pas quand il me ment, je le crois encore moins quand il parle de moi. Moi, je sais qui je suis. Je n'ai pas besoin qu'une personne vienne me dire que je suis PN ou que je suis ci ou ça pour la croire. Je sais qui je suis. Je suis une empathe, je suis une codépendante, je suis une hypersensible, mais je ne suis certainement pas une PN. D'accord ? Voilà, ou je ne suis sûrement pas ce qu'ils me disent que je suis. Nous sommes guidés et gouvernés par nos habitudes. Par conséquent, nous recherchons inconsciemment les gens, les lieux et les choses qui nous sont familiers, peu importe si c'est avéré sain ou malsain. C'est pour ça, en fait, qu'on est attiré. Parce que justement, dès lors, on comprend mieux les raisons pour lesquelles certains d'entre nous sont attirés par les membres du groupe B. Lorsque l'on est doté de parents toxiques ou après une relation amoureuse toxique, on est attiré par ces personnes-là. Parce que c'est une question d'habitude. On est dans un environnement qui nous est familier. Or, si vous choisissez de vous engager à avoir une meilleure relation avec vous-même, de n'aimer que vous et de vous offrir tout ce que vous méritez, plutôt que de maintenir l'habitude de surcompenser les membres du cluster B dans votre vie, déjà en plus ça va refléter une grande croissance personnelle. Félicitations, d'accord ? Si vous le faites, félicitations. Et si vous décidez de le faire, félicitations. Faire le choix audacieux de cesser d'investir dans des relations codépendantes narcissiques montre que vous avez interrompu un cycle narcissique. Voilà. Donc j'ai quand même atteint les 1 heure. J'en suis désolée. J'avais pourtant un projet de faire des
des audios plus courts. J'espère que tout ce que je dis résonne avec vous. J'espère surtout qu'il vous sera d'une grande aide. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt. Gros bisous, mesdames et messieurs.